vraiment. Où était la maison? La maison était à San Francisco et le troisième étage avait un fantôme que beaucoup de gens ont vu. Sharon Stone a perdu son fils de la manière la plus cruelle possible. Lors de l'audience de garde, le juge a demandé à son garçon de 4 ans s'il savait que sa mère faisait des films de sexe. Elle a appelé ça de l'abus. Après avoir survécu à un accident vasculaire cérébral qui a failli la tuer, son mari, Phil Bronstein, a demandé le divorce et a obtenu la garde principale. Elle a fini à la Mayo Clinic parce que son cœur s'est littéralement brisé. Elle a perdu ses économies, sa maison et sa famille. Maintenant, des décennies plus tard, Sharon est enfin prête à dire au revoir. Mais la vraie raison derrière sa décision va vous choquer au plus haut point. Sharon Stone est née le 10 mars 1958 dans une petite ville de Pennsylvanie appelée les Mayville. Ce n'était pas un endroit glamour. Les enfants conduisaient des tracteurs à l'école et les familles suspendaient des carcasses de cerfs au balançoire après les parties de chasse. Ses parents, Dorothy et Joseph, travaillaient dur, mais avaient des problèmes d'argent. Dorothy était comptable. Joseph travaillait de longues heures dans une usine. Pourtant, ils ont réussi à mettre de côté suffisamment d'argent pour démarrer une petite entreprise d'outillage et de matrissage. Et son père a même embauché une femme comme seule employée. Sharon était la deuxième de 4 enfants. Elle était différente dès le départ. Son QI aurait été de 154. Elle a sauté une classe et est entrée en 2e année à seulement 5 ans. Son père ne voulait pas qu'elle joue petit. Si elle perdait un jeu contre les garçons, il la tirait à part et lui demandait « Pourquoi ne gagnes-tu pas ?» Il croyait en elle plus que quiconque, mais les choses à la maison n'étaient pas sûres. Sharon a révélé plus tard qu'elle et sa sœur avaient été victimes d'abus sexuels de la part de leur grand-père. Cette douleur est restée cachée pendant des années, jusqu'à ce qu'elle s'exprime dans ses mémoires, The Beauty of Living Twice. Et quand elle avait seulement 14 ans, elle s'est cassé le cou en faisant du cheval. L'animal a paniqué et a foncé dans une corde à linge. Cela aurait pu la tuer, mais elle a survécu. À 15 ans, elle a obtenu son diplôme d'études secondaires et a obtenu une bourse d'écriture à l'Edinburgh State College. La même année, son oncle lui a remis 100 $ et lui a dit de s'inscrire au concours de beauté Miss Pennsylvanie. Elle s'est présentée vêtue d'un drap de lit blanc, transformé en robe avec une cape, tandis que les autres filles portaient des robes de soirée. Elle n'a pas eu gagné, mais l'un des juges lui a dit qu'elle avait quelque chose de spécial et qu'elle devrait essayer le mannequinat. Ce commentaire a déclenché quelque chose chez elle. Elle a abandonné l'université et a déménagé à New York pour devenir mannequin. Sa mère avait vu la célèbre agente Eileen Ford à la télévision. Alors, elles ont acheté 2 billets de bus et se sont rendues au bureau de Ford Models, sans rendez-vous. Elles ont demandé à parler directement à Ford. Dès qu'Eileen Ford a vu Sharon dans le hall, elle a dit quelque chose de brutal. Elle voulait lui enlever la graisse. Sharon n'était pas en surpoids. Elle était normale, mais le monde du mannequinat était impitoyable. La plupart des top modèles étaient grandes et incroyablement minces. Pourtant, Sharon n'est pas partie. Elle a signé avec Ford et a commencé à travailler à Paris et à Milan. À 19 ans, elle était de retour à New York, prête à tenter quelque chose d'encore plus difficile, la comédie. En 1980, elle a fait une valise, a pris ses économies, seulement 300 $, et a déménagé à Los Angeles. Elle a abandonné une carrière de mannequin réussie pour tenter sa chance dans quelque chose d'incertain. Elle n'avait aucune relation et aucune promesse de travail. Le loyer était cher. Les auditions étaient brutales, mais elle y est allée quand même. Elle avait 22 ans et elle s'est lancée à fond. La même année, elle a obtenu son premier petit rôle avec Woody Allen dans Stardust Memories. Elle avait seulement 19 ans quand elle a commencé à travailler avec lui. Plus tard, lors de controverses sur Allen, elle a dit clairement qu'il avait toujours été gentil, professionnel et encourageant. Dans des interviews, elle lui a attribué le mérite de l'avoir aidé à démarrer sa carrière. Elle a cependant mentionné qu'un autre producteur lui avait un jour suggéré de coucher avec une co-star pour améliorer la chimie.
Mais ce n'était pas Alan. Les années suivantes ont été remplies de films et d'émissions de télévision oubliables. Dans Stardust Memories, elle a joué une figurante qui envoyait un baiser d'un train. Dans Deadly Blessing, elle a eu son premier rôle parlant et une scène impliquant une araignée. Les critiques ont qualifié sa performance de raide. Elle est apparue dans Irreconcilable Differences en 1944 et dans King Solomon's Mines en 1955. Elle a également fait des apparitions dans Magnum, Pesci-Sa Misa et Tia J. Hooker. Les directeurs de casting disaient qu'elle avait de la présence, mais ses rôles ne montraient pas son véritable talent. Puis vint Total Recall. Elle voulait le rôle de Laurie, la femme qui prétend être la femme du héros et se transforme en son ennemi. Au début, elle a été rejetée, mais elle n'a pas abandonné. Sharon a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Le rôle avait besoin de quelqu'un d'audacieux et de physiquement fort, quelqu'un qui pouvait tenir tête à Arnold Schwarzenegger. Elle savait qu'elle pouvait le faire. Quand elle s'est finalement retrouvée devant le réalisateur Paul Verhoeven, leur énergie a cliqué. L'audition était physique, bruyante et pleine de mouvements, et elle l'a réussi. Pourtant, le timing était serré. En 1949, juste avant Total Recall, elle a presque abandonné la comédie pour de bon. Elle n'avait plus d'argent. Après près de 10 ans à Hollywood, son compte bancaire était vide et elle a pensé à retourner en Pennsylvanie. Le mannequinat avait été sûr. La comédie l'avait presque ruinée, mais elle est restée. Elle a surmonté une année de plus de difficultés. Puis, Total Recall a tout changé. Sharon Stone n'était pas censée être la star de Basic Instinct. Pendant 8 longs mois, elle a couru après le rôle de Catherine Tremble. Alors que le studio cherchait partout ailleurs, il ne voulait pas d'elle, pas du tout. Selon ses propres mots, il ne voulait pas de moi. Et les choses ont empiré quand elle s'est disputée avec Michael Douglas au Festival de Cannes. Il lui a crié dessus devant une foule. « Qu'est-ce que tu sais, au juste? » Cette phrase, criée en public, a clairement montré qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Il a même refusé de faire un essai d'écran avec elle. Mais Paul Verhoeven a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Il a regardé son audition et a remplacé Douglas pendant la lecture. Ce qu'elle lui a donné n'était pas seulement une performance, c'était électrique, brut, dangereux. Elle est devenue Catherine devant ses yeux. Et malgré tout le bruit, malgré la résistance du studio et de sa future co-star, Verhoeven a fait son choix. Cette décision allait changer sa vie à jamais. Mais cela a eu un prix. La scène du croisement de jambes, tout le monde la connaît, tout le monde s'en souvient. Mais Sharon Stone a dit qu'elle ne savait pas ce qui serait réellement montré. Elle croyait que le plan serait discret. On lui avait dit que cela ne montrerait rien. Mais dans la cabine de projection, quand elle a vu le montage final, elle a réalisé la vérité. Elle a giflé Verhoeven au visage. À cette époque, montrer autant à l'écran lui vaudrait une cote X et selon les règles de la Screen Actors Guild, filmer sous une robe sans consentement n'était même pas légal. Mais même après avoir appris tout cela, elle a fait un choix. Elle aurait pu le faire retirer. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a gardé. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle se sentait impuissante. Elle l'a fait parce qu'elle savait, en tant que cinéaste, que la scène fonctionnait. Ce moment l'a rendue célèbre. Il l'a également suivie, comme une ombre. Elle a dit un jour, « Cela a fait de moi une icône, mais cela ne m'a pas apporté le respect. » Et cela résume tout. Quand Basic Instinct est sorti en mai 1992, il n'a pas seulement lancé une conversation, il a déclenché une guerre. Des groupes religieux lui ont envoyé des menaces de mort. Des manifestants se sont présentés devant les cinémas. Certains pays l'ont complètement banni. Les gens n'étaient pas en colère contre un personnage. Ils étaient en colère contre elle. Et quand elle a commencé à parler du sida. Dans le cadre d'affaires, en 1995, ça a empiré. Elizabeth Taylor lui a passé le flambeau, mais ce flambeau était dangereux. Sharon a dit que les menaces n'ont jamais cessé. On lui a dit, « Si tu redis préservatif, on te retire ton financement. » Les gens murmuraient, « Tuons-la tout simplement. » Et malgré tout, elle a continué. Pendant 25 ans, elle a continué à parler,
a continué à faire campagne jusqu'à ce que les médicaments contre le sida deviennent aussi courants que l'aspirine. Mais pendant qu'elle essayait de sauver des vies, Hollywood lui tournait le dos. Il y avait aussi l'argent, ou son absence. Michael Douglas a obtenu 14 millions de dollars pour Basic Instinct. Elle a obtenu 500 000 dollars. C'est un écart de 13,5 millions de dollars. Le film a rapporté 352 millions de dollars dans le monde entier, mais elle pouvait à peine se permettre une robe pour les Oscars l'année suivante. On l'appelait une icône sur les couvertures de magazines, tandis que les producteurs sur le plateau refusaient même de prononcer son nom. Ils l'appelaient Karen pendant tout le tournage, comme si c'était une sorte de blague. Des années plus tard, elle a appelé ça ce que c'était, du manque de respect. Et pourtant, elle a donné la performance de sa vie. Catherine Tramell est devenue l'un des personnages les plus commentés de l'histoire du cinéma. Mais l'industrie ne l'a pas récompensée. Elle l'a punie. Après avoir dénoncé la façon dont elle avait été traitée, la tromperie, l'écart salarial, le harcèlement, Hollywood l'a fait disparaître. Elle est passée de rôles principaux à rien. Pendant 8 ans, elle a à peine travaillé. La liste noire n'était pas officielle, mais elle était réelle. Elle a parlé et le téléphone a cessé de sonner. Puis vint Casino. Martin Scorsese l'a choisi pour jouer face à Robert De Niro dans l'un de ses films les plus puissants. Elle a joué Ginger, une femme si vive et si tragique qu'elle a presque volé tout le film. Les critiques ont adoré. Elle a obtenu sa nomination aux Oscars, mais elle n'a pas gagné. Et cette perte signifiait plus que simplement manquer un trophée. Francis Ford Coppola est venu la voir avant la cérémonie et lui a dit la vérité. Il a dit « Je n'ai pas gagné pour Le Parrain, Marty n'a pas gagné pour Raging Bull, et tu ne gagneras pas pour Casino parce que cette salle ne comprend pas l'opéra. » C'était sa façon de dire que ce n'était pas une question de talent, c'était une question de système. Quand elle a perdu, les choses se sont calmées à nouveau. Elle l'a dit clairement, « Je n'ai plus jamais eu de bon rôle pour le reste de ma vie. » Elle croyait que sa nomination avait créé une sorte de déséquilibre parce qu'elle en avait eu une, et pas De Niro. Et à Hollywood, ce déséquilibre peut tout vous coûter. Elle a continué à travailler, mais les rôles n'étaient plus les mêmes. En 2004, elle a joué la méchante dans Catwoman, un film qui a fait un flop retentissant. Il a rapporté un peu plus de 82 millions de dollars pour un budget de 100 millions de dollars. Il a remporté les prix du pire film, du pire et pire réalisateur, de la pire actrice et du pire scénario aux Razzie Awards. Elle a joué une femme à la tête d'un empire de maquillage toxique. Et même si elle était la méchante, les vrais dommages ont été causés à sa carrière. Ce film est devenu une blague et elle a été prise dans les retombées. Et ce n'est pas seulement sa carrière qui a été endommagée. Sa vie personnelle a été remplie de douleurs. Au début des années 80, elle a eu une réunion avec un dirigeant de Sony qui semblait intéressé par son talent. Puis, sans prévenir, il s'est exhibé devant elle. Elle a ri, puis a pleuré, puis n'a pas pu s'arrêter de rire. Ce n'était pas drôle, c'était un traumatisme, et ce n'était pas la seule fois. Dans ses mémoires, The Beauty of Living Twice, elle a écrit qu'on lui avait dit de coucher avec ses co-stars pour créer une alchimie. Elle ne devait pas seulement jouer, elle devait survivre dans un monde qui exigeait le silence. Elle a quand même parlé. Sharon Stone a rencontré Michael Greenberg en 1954 sur le plateau d'un téléfilm intitulé The Vegas Strip War. Elle y a joué. Il était le producteur. La connexion entre eux a été instantanée et intense. La même année, ils se sont mariés. Au début, cela ressemblait à une combinaison parfaite. Il allait ensuite produire MacGyver et elle commençait tout juste son ascension à Hollywood. Mais au fur et à mesure que sa renommée décollait, les fissures dans leur mariage ont commencé à apparaître. En 1986, ils ont de nouveau travaillé ensemble sur Alan Quatermain et The Lost City of Gold. Mais les choses étaient déjà tendues. Elle montait en flèche. Il avait du mal à suivre. Et puis est venu un chagrin d'amour qui a tout changé. Sharon a subi une fausse couche. Ce chagrin a ajouté plus de poids à un lien déjà fragile.
Ils se sont séparés en 1987, seulement 3 ans après le mariage. Leur divorce ne sera finalisé qu'en 1990. Ce que le monde n'a pas vu, c'est à quel point cette perte est restée profondément ancrée en elle. Des années plus tard, en 2022, elle a révélé quelque chose de choquant. Elle avait subi 9 fausses couches au total. 9. Chacune lui avait pris quelque chose, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Son corps s'était battu contre plus que le poids du chagrin. Elle souffrait d'endométriose et d'une maladie auto-immune. Les deux rendaient une grossesse presque impossible. Elle a écrit un jour que l'on s'attend à ce que les femmes subissent une fausse couche en silence, comme si c'était une honte secrète. L'une de ses pires expériences a duré 36 heures. C'est le temps qu'elle a passé en travail avant de perdre le bébé. Alors qu'elle était encore à l'hôpital, faible et brisée, son avocat spécialisé dans l'adoption a appelé. Une nouvelle voie s'ouvrait. Phil Bronstein est entré dans sa vie peu de temps après. Il ne ressemblait en rien aux hommes qu'elle avait fréquentés auparavant. Il n'était ni acteur ni producteur. Il était le rédacteur en chef du San Francisco Examiner. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. Certains disent que c'était peut-être lors d'un événement caritatif. Quel que soit le cadre, leur connexion s'est développée lentement, basée sur des valeurs partagées et des conversations profondes sur le monde, sur le journalisme, sur des choses qui semblaient réelles. Sharon a trouvé quelque chose de différent chez Phil. Il n'était pas ébloui par le tapis rouge. Il était ancré dans la réalité, intelligent, sérieux. Leur lien n'était pas enflammé et chaotique. Il était calme, mature, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le jour de la Saint-Valentin en 1998, les invités sont arrivés chez eux en pensant qu'il s'agissait d'une simple fête. Mais Sharon et Phil ont surpris tout le monde. Ce soir-là, ils se sont mariés. Ray Charles a chanté. L'ambiance était inoubliable. Ce n'était pas seulement glamour, c'était authentique. Après les vœux, ils se sont envolés à bord d'un jet de Warner Brothers pour leur lune de miel. Les médias ont appelé ça un conte de fées. Mais le propre journal de Phil l'a à peine couvert. Une seule photo est apparue. Son journal a refusé de rendre compte de son propre mariage. Les critiques ont appelé ça un blackout. 2 ans plus tard, quelque chose de vraiment beau s'est produit. Ils ont adopté un petit garçon. Son nom était Ran. Né au Texas, en juin 2000, Sharon a dit que c'était le jour le plus heureux de sa vie. Après tout, les fausses couches, les chagrins d'amour, les années d'espoir, Ran était un miracle. Elle a dit « Quand on adopte, ça change notre façon de voir le monde. On arrête de penser en termes de lignée. N'importe quel enfant pourrait être votre enfant. N'importe qui pourrait être de la famille. » Mais en septembre 2001, sa vie a changé en un instant. Sharon avait 43 ans. Elle se tenait derrière son canapé quand elle a senti quelque chose comme un éclair frapper son crâne. La douleur était aveuglante. Elle s'est effondrée. Pendant des heures, elle est restée allongée sur le sol, confuse et douloureuse. Quand elle a repris conscience, elle n'a pas appelé le 911. Un voisin lui a dit de prendre de l'aspirine, de dormir. Ce conseil a failli la tuer. Elle n'arriverait pas à l'hôpital avant 72 heures. Au moment où les médecins l'ont examinée, il était presque trop tard. Son cerveau saignait depuis des jours. Une rupture de l'artère vertébrale avait causé une hémorragie massive. Pire encore, le premier scanner n'a rien détecté. Un médecin lui a dit qu'elle faisait semblant. Ce n'est que parce que sa meilleure amie a supplié pour un deuxième test que la vérité est apparue. Son cerveau se noyait dans le sang. Elle a demandé au médecin si elle allait mourir. Il a dit oui. Il lui a dit d'appeler sa mère avant de perdre la capacité de parler. Elle avait 1% de chance de survivre. C'est ce qu'ils lui ont dit. 1%. Elle a subi une opération d'urgence au cerveau, le genre d'intervention qui consiste à faire passer une spirale dans le cerveau pour arrêter le saignement. Elle a vécu. Mais la personne qui s'est réveillée n'était pas la même femme qui s'était effondrée derrière le canapé. En un peu plus d'une semaine, elle a perdu 18% de son poids corporel. Elle a dit qu'elle ressemblait à des dents sur un bâton. Son cerveau s'était physiquement déplacé à l'intérieur de son crâne.
Sa joue droite tombait, son pied gauche traînait. Elle ne pouvait pas sentir correctement. Sa vision s'est transformée en couleurs tourbillonnantes. Pendant 2 ans, elle n'a pas pu lire. Elle ne pouvait pas se souvenir de ses lignes. Sa carrière a disparu du jour au lendemain. La lutte pour son fils a brisé Sharon Stone d'une manière que les mots ne peuvent presque pas expliquer. En 2004, juste après s'être remise d'un accident vasculaire cérébral qui a failli la tuer, son mari, Phil Bronstein, a demandé le divorce. Elle était encore en train de guérir, tant sur le plan physique que mental, lorsque le tribunal lui a confié la garde principale de leur fils Rowan. Il avait seulement 8 ans. Et juste comme ça, Sharon a été mise de côté. Elle a dit qu'après son accident vasculaire cérébral, Phil ne lui parlait même plus. C'était comme si elle avait cessé d'exister. Et quand le juge ne lui a accordé que des droits de visite, le choc n'a pas seulement blessé son cœur émotionnellement, il l'a blessé physiquement. Elle a fini à la Mayo Clinic parce que son cœur a commencé à sauter des battements dans les cavités supérieures et inférieures. Elle a dit que cela lui a littéralement brisé le cœur. Elle a dû refinancer sa maison. Elle a perdu ses économies. Elle a perdu sa famille. Elle a perdu sa santé. Et à bien des égards, elle s'est perdue elle-même. Ce genre de douleur ne disparaît pas comme ça. Elle reste. Elle pourrit. Elle grandit. Sharon a commencé à glisser dans une obscurité dont elle ne pouvait pas voir la sortie. Elle luttait contre la dépression depuis son accident vasculaire cérébral en 2001. Et maintenant, elle devait faire face à la perte de son fils, de son mariage et de sa carrière en même temps. C'est devenu trop lourd. Elle a admis qu'elle avait pensé à mettre fin à ses jours. Elle restait allongée dans son lit et pleurait, ne sachant pas comment continuer. Le monde qui l'admirait autrefois ne semblait plus s'en soucier. Elle n'était plus le sexe symbole qu'ils avaient mis sur les couvertures de magazines. Elle était quelqu'un qu'ils ne voulaient plus voir, et elle était terrifiée que les gens voient son handicap. Elle se cachait de tout le monde. Elle pensait que plus personne ne l'accepterait. Le moment le plus cruel est survenu au tribunal. Pendant l'audience de garde, le juge a demandé à Ran, qui avait seulement 4 ans à l'époque, s'il savait que sa mère faisait des films de sexe. Sharon n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle a appelé ça de l'abus, non seulement envers elle, mais aussi envers son fils. Elle avait été dans un film, Basic Instinct, plus de 10 ans auparavant, une scène qui durait quelques secondes. Et ce rôle a été utilisé pour la démolir en tant que mère. Elle l'a dit le mieux. Les gens se promènent nus à la télévision maintenant, et elle a perdu son enfant à cause d'un seul plan. Ce moment n'était pas seulement humiliant, c'était déchirant. C'était un signe que, peu importe ses efforts, le système ne la voyait pas comme un être humain, juste un scandale, juste un personnage d'un film. Mais même après tout ça, elle n'a pas arrêté. Elle a refusé de rester brisée. En 2005, 1 an après avoir perdu Rowan, elle a adopté un autre petit garçon. Son nom était Lara. Elle a dit qu'elle essayait depuis des années et qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était réel jusqu'à ce qu'il soit dans ses bras. 1 an plus tard, elle a adopté son 3e fils, Quinn. Ce qui rend tout cela encore plus déchirant, c'est que Sharon a subi 9 fausses couches dans sa vie. 9. C'est 9 chances d'être mère qui lui ont été enlevées. Et pourtant, elle a continué d'essayer. Elle a élevé ses 3 garçons seule, tout en se remettant de son accident vasculaire cérébral. En 2024, Lear avait obtenu son diplôme d'étudiant secondaire et se dirigeait vers l'école de médecine préparatoire. Quinn était le quart arrière de son équipe de flag football. Eran, le fils qu'elle avait autrefois perdu, lui a dit « Maman, nous sommes une famille qui a résisté à la tempête. » L'accident vasculaire cérébral qui a failli la tuer en 2001 n'était pas seulement une urgence médicale, c'était le début d'une longue et douloureuse reconstruction. Elle avait 1% de chance de survivre. Son cerveau a saigné pendant 9 jours. Elle a perdu la sensibilité dans sa jambe gauche. Sa vue a été endommagée pendant des années. Elle a développé une asie. Elle bégayait tout ce qu'elle avait construit. Sa carrière, son argent, sa renommée avaient disparu. Son retour à la comédie a pris des années.
L'un de ses premiers grands rôles après l'accident vasculaire cérébral n'est survenu qu'en 2013, lorsqu'elle a joué un rôle dans le film Lovelace. C'est plus d'une décennie après qu'elle a failli mourir. Elle a dit qu'elle était devenue plus intelligente émotionnellement, plus directe. Parfois, les gens n'aimaient pas ça, mais elle s'en fichait. Elle avait des lésions cérébrales. Ils allaient devoir faire avec. Sa voix est devenue plus forte, non seulement dans le cinéma, mais aussi pour sauver des vies. Elle a utilisé son histoire pour devenir une défenseur de la sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux. Son propre neurochirurgien, le docteur Michael Elton, a déclaré que 2 personnes sur 3 victimes d'anévrismes cérébraux sont des femmes, mais personne n'en parle. Sharon en a parlé. Elle est apparue dans l'émission d'Oprah. Elle a pris la parole lors de la cérémonie de remise des prix Life After Stroke 2013. Elle a expliqué comment les symptômes d'accident vasculaire cérébral chez les femmes sont souvent ignorés ou mal diagnostiqués. Son travail a aidé d'innombrables femmes à reconnaître les signes avant-coureurs. Elle n'a pas seulement survécu à son accident vasculaire cérébral, elle s'est assurée que d'autres le feraient aussi. En 2021, elle a tout raconté. Ses mémoires, The Beauty of Living Twice, sont arrivés en librairie le 30 mars. Ils sont devenus un best-seller du New York Times. Dans ces pages, elle a révélé que son enfance avait été remplie d'abus, son grand-père, ses parents. La douleur n'était pas nouvelle. Elle était là depuis qu'elle était petite fille. Et puis est venu Hollywood, où le pouvoir couvrait la cruauté et l'or. Elle a dit que l'industrie reprenait la même violence. Seulement, maintenant, elle portait un costume. Ils lui ont dit qu'elle était trop vieille, à 40 ans, que c'était fini pour elle. Et quand elle a tout perdu après son accident vasculaire cérébral, ils se sont détournés. Elle a dit au monde exactement ce que ça faisait. Elle n'a pas édulcoré les choses. Elle n'a pas menti. Elle a parlé de sa ruine, de ses enfants, de la vraie Sharon. Le magazine Oprah a qualifié ça d'honnêteté brutale. Le monde a qualifié ça de courage. Et puis, il y a eu l'amour, ou du moins la tentative. Sharon, maintenant dans la cinquantaine et la soixantaine, a essayé de fréquenter des hommes. Mais sortir avec une femme célèbre, franche et ayant des problèmes de santé n'a jamais été facile. Elle a dit que les hommes n'aimaient pas qu'elle soit politiquement active. Ils n'aimaient pas qu'elle parle de choses difficiles. Ils n'aimaient pas qu'elle soit célèbre. Et beaucoup ne pouvaient pas supporter son honnêteté. L'accident vasculaire cérébral a changé son cerveau. Sharon Stone n'a jamais attendu qu'un mouvement lui dise quand elle devait s'exprimer. Bien avant que MeToo ne secoue Hollywood, elle disait déjà à voix haute ce qui était tu. En janvier 2018, elle a donné une interview où elle ne s'est pas retenue. Elle a qualifié Harvey Weinstein de grossier, méchant, violent et abusif. Puis vint la phrase qui a frappé comme un marteau. « J'espère qu'il ira en prison ». La plupart des stars étaient encore silencieuses à l'époque. Elle a dit qu'il pensait être une sorte de martyr. Mais pour elle, il n'était rien. Des années avant que le monde ne s'en aperçoive, elle avait déjà averti les actrices en privé. Quand elle est apparue dans le podcast de Louis Theroux, elle n'a pas adouci son ton. Elle a dit que c'était un cochon dégoûtant. Elle l'a qualifié d'anaconda violent. Il l'appelait autrefois Princesse Sharon. Et elle a affirmé qu'il l'avait jetée à travers des pièces parce qu'elle refusait de faire ce qu'il voulait. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était du danger. Et elle l'a affronté de front. Dans une industrie où s'exprimer pouvait mettre fin à votre carrière, elle s'est tenue seule et elle s'est tenue tôt. Mais le courage n'est pas quelque chose que l'on invoque une seule fois. En août 2020, sa famille a été frappée par quelque chose de bien plus terrifiant que les projecteurs. Sa sœur Kelly et son beau-frère Bruce ont tous deux été transportés d'urgence à l'hôpital, se battant pour leur vie après avoir contracté la COVID-19. T19. Kelly avait un lupus. Son système immunitaire était pratiquement inexistant. Elle n'était sortie que pour aller à la pharmacie. C'est tout ce qu'il a fallu. Sharon était furieuse. Elle a blâmé les gens qui refusaient de porter des masques. Elle a posté des photos déchirantes de l'hôpital. Kelly pouvait à peine respirer. Elle avait besoin d'oxygène juste pour rester en vie.
Sur les médias sociaux, elle a supplié le monde d'être prudent en écrivant « S'il vous plaît, faites-le pour les gens que vous aimez ». Le cauchemar a empiré. Sa mère n'a pas pu se faire tester. C'était une femme qui avait survécu à 2 crises cardiaques, 5 stents et avait besoin d'un stimulateur cardiaque. Le tout en 5 mois. Toujours pas de test. Il vivait dans le Montana. Pas de test à moins d'être déjà malade. Et même dans ce cas, les résultats prenaient 5 jours. Sharon a appelé le gouverneur. Elle a appelé le service de santé. Personne n'a répondu. Personne n'a rappelé. Puis vint 2025. Et le silence a de nouveau changé. Sharon a perdu sa mère. Dorothy Mary Stone est décédée le 26 mars à l'âge de 91 ans. Mais Sharon n'a rien dit à personne. Pas tout de suite. Elle a attendu 4 mois avant de le dire à voix haute. En juillet, elle a posté un message discret. « Ma mère hilarante et complexe est décédée. C'est tout. Mais la vraie histoire est venue plus tard. » En août, elle s'est ouverte à un magazine. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, non pas pour faire son deuil, mais pour surmonter sa colère. Les derniers mots de sa mère ont été un coup de poing au cœur. « Tu parles trop. Tu me donnes envie de me suicider. » Toute la pièce a ri, c'était le genre de relation qu'elles avaient. Compliquée. Elle a dit que sa mère était drôle. Elle a également dit qu'elle était brutale. Elle jurait comme un docker portugais. Elle disait des choses horribles, mais elle était inoubliable. Née en Pennsylvanie. Le 26 mai 1933, elle a épousé Joseph Stone en 1950. Ils sont restés ensemble pendant près de 60 ans jusqu'à sa mort en 2009. Sa seule crainte de mourir n'était pas la mort elle-même. C'était l'idée de revoir ses parents. À ce point, ils étaient mauvais. Sharon lui a dit qu'elle les mettrait en prison juste pour lui donner la paix.